qui est frappant aujourd'hui, c'est la généralisation de l'AI dans tous les domaines et en très peu de temps. Il y a des AI pour tout et partout. Or, les réponses de l'AI, basées sur les LMM, Large Language Models, sont produites par des calculs de fréquences sur des bases de données, réduisant le langage à des éléments échappant aux catégories repérables dans la description des langues. Le langage se réduit à des tokens, des éléments dont la proximité et la concaténation n'est assignable qu'à des fréquences repérées sur la base des données de texte qui ont été amassées pour entraîner, comme l'on dit, l'AI. Les IA sont, selon une formule très parlante, des perroquets stochastiques plus ou moins sophistiqués. Ils répètent ce qui est déjà là avec un certain conformisme. Cela suffit pour bouleverser un certain nombre de professions. Le codage, la bourse, le droit sont impactés de façon étonnante. Le marché de l'emploi est déjà très perturbé. Mais cette répétition apparaît particulièrement dans les usages par les étudiants de l'enseignement supérieur des développements fournis par les intelligences artificielles. C'est une chose de se servir de l'IA pour accélérer les recherches ou comme une sorte de prof de TD individuel pour éclairer les points obscurs des livres. C'est autre chose que de soumettre aux professeurs les essais sortis directement de l'AI. Ils sont à la fois très clairs, très répétitifs et un peu vides, pris dans une rhétorique guindée. Il y a un style international de la rhétorique AI qui fait penser aux conseils donnés à ceux qui veulent organiser leur présentation sur PowerPoint. On voit aussi les limites dans l'usage des AI par les fabricants de romans de genre. On voit ça particulièrement aux États-Unis, où les romances, comme on dit, représentent plus de 20% des livres pour adultes aux USA. Le développement du récit de ces histoires d'amour est très répétitif et ce qui change, ce sont les décors. Plages, croisières, hôpitaux, hôtels de luxe, mariage de la meilleure amie, et puis profession du protagoniste masculin, du moniteur de surf à l'urgentiste et du partenaire féminin, de la danseuse de ballet à la PDG de la multinationale. Le genre se prête bien à l'automatisme et est fabriqué par l'IA, avec des éléments de langue du désordre amoureux le plus contemporain. Une auteure de ce type de roman a confié en avoir rédigé 200 au cours de l'année dernière et les avoir autopubliés et commercialisés sur Amazon. Elle affirme en avoir vendu 50 000 exemplaires. Elle confiait aussi, et c'est frappant, que les histoires sont faciles à produire. Ce qui est difficile, ce sont les scènes de sexe qui sont pourtant de rigueur. Le sentiment de répétition vide y est particulièrement sensible, elle doit donc les refaire à la main. Mais ce qui est le résultat le plus frappant obtenu par cette généralisation est de faire oublier que l'IA n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est ce que dit d'ailleurs Yann LeCun, un des théoriciens du deep learning, qui a reçu en 2018 le prix Turing avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton. Il a quitté Meta, où il dirigeait la recherche, pour fonder sa propre start-up. Il considère l'état actuel de l'IA comme une très bonne ingénierie. Mais lui veut partir à la recherche de nouvelles façons de se rapprocher de ce qu'est l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, cette intelligence humaine, Lacan considérait qu'elle avait surtout un aspect animal. Alors, il faut d'abord dire que les chatbots sont entraînés sur des milliers de conversations thérapeutiques enregistrées dans le cadre de thérapies protocolisées et encadrées par les règles générales de conversation avec une IA,
c'est-à-dire la bienveillance de l'accueil et les encouragements permanents du type « c'est une excellente question »,« combien subtil », etc., etc. Dès qu'on demande quelque chose à un robot conversationnel. Par l'étendue des textes qui ont entraîné un chatbot, on peut d'abord dire qu'il est plus intéressant de lui parler que de parler avec un humain, agent d'un seul type de thérapie protocolisée et formé activement en 2 ans. Les bots sont plus cultivés et plus ouverts que les conversations fermées avec des humains robotisés. En ce qu'il en est des psychanalystes, pour les bots, le langage est une information, intelligence au sens anglais du terme. Pour les psychanalystes, le langage est un parasite, un instrument de jouissance. Le bot essaiera toujours d'obtenir une formulation claire de problème pour trouver une solution. Nous aurons plutôt l'idée que seuls des jeux sur l'équivoque du langage, propres à chaque sujet, permettent d'explorer le plan du labyrinthe dans lequel le symptôme l'enferme. La deuxième grande différence est la coupure. Un bot, s'il n'a pas de consigne précise, ne s'arrête jamais. Les 2 cas où un bot a été accusé d'avoir poussé 2 adolescents au suicide, les conversations avaient pu durer durant des nuits entières, de façon répétitive. Alors les nouveaux bots, bien sûr, comportent maintenant des limites de temps et au bout d'un certain temps, un renvoi au service d'urgence. Mais le problème n'est que circonscrit, il n'est pas foncièrement déplacé. La coupure n'a pas de sens de principe avec un robot. Il est ensuite une troisième différence fondamentale. Dans la psychanalyse, le savoir est supposé. Dans les bots, le savoir est déposé dans les bases de données. Un bot sait toujours. Il est construit pour donner une réponse. Il a réponse à tout, même en inventant ce qui n'existe pas. Texte et référence. On appelle cela des hallucinations dans le langage des praticiens de ces domaines. Mais ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout une hallucination. Nous ne croyons pas que les hallucinations ont un rapport avec l'erreur de perception. Elles ont rapport pour nous avec un réel. Quoi qu'il en soit, l'analyste, lui, sait qu'il ne sait pas, et c'est ce qui fait une différence fondamentale. Il se garde d'halluciner la satisfaction qu'il supposerait au sujet. Il laisse des suspens. Il y a des usages symptomatiques déjà apparents. Le point fondamental, c'est l'usage compulsif de ces machines. On sait, depuis le film de Spike Jonze de 2013, avec Scarlett Johansson, que les machines sont aimables. Gemini me dit d'ailleurs que l'actrice a poursuivi OpenAI en 2024, les accusant d'avoir copié sa voix pour leur assistant Sky. La réalité rejoint la fiction. Pour sa part, Elon Musk, choisissant toujours le pire et le sans limite, a sciemment rendu son chatbot addictif en lui autorisant les contenus pornographiques. Ces usages addictifs avaient été prévus par Lacan dans son séminaire L'envers de la psychanalyse de 1969-70. Il décrivait l'addiction de jouissance aux objets produits par la science qui viennent combler le manque à jouir fondamental qui nous pousse à les adopter. Et il prédisait que le monde serait de plus en plus encombré de ces objets. Si l'on dit que le symptôme est ce qui cloche, ce qui ne marche pas, ce sur quoi on ne peut pas ne pas céder, les bots ne cessent de devenir toujours plus symptômes. Depuis le début de l'année 2026, Google Mail a induit un outil que personne n'a jamais demandé.
l'intelligence artificielle Gemini, qui maintenant analyse et résume tous nos mails. On ne peut pas dire non à ce nouvel ajout. Nous sommes augmentés par Gemini, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas par philanthropie que Google a ajouté cette dimension. C'est pour mieux analyser en temps réel toutes les conversations que nous menons, quel qu'en soit le sujet. L'objectif est de pouvoir nous proposer en temps réel des produits en promotion qui correspondent aux conversations du moment. Vous échangez sur un séjour dans la neige, vous recevez sur Google ou sur YouTube des promotions pour des vêtements, des chaussures ou des hôtels, là où vous voulez aller. L'Internet devient alors un Internet personnalisé, mais sans que l'on puisse y mettre un terme ou des contrôles, souligne un article du New York Times. Très récemment, Anthropic vient de sortir une nouvelle intelligence artificielle dédiée à une meilleure analyse d'Internet et de nos mails. Ils affirment qu'elle est beaucoup plus efficace que celle de Google. Ça deviendra encore plus symptôme. Enfin, les bots vont faire symptôme parce qu'on va passer son temps à essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pour mieux comprendre leurs hallucinations et leurs impasses éthiques. Un long article dans le New Yorker décrit le fonctionnement d'une nouvelle profession qui interroge les bots, les grands systèmes, les grandes LLM, pour comprendre comment les rétroprogrammations des gradients par réglage successif du deep learning ont pu produire le fonctionnement d'un bot comme Claude, cette intelligence artificielle de Anthropic que je viens de citer, cette grande entreprise d'intelligence américaine qui continue seule à défendre les idéaux d'ouverture et de mise en commun qui étaient ceux de OpenAI au début de son décollage. Comme le note le journaliste spécialisé William Oduro dans Le Monde, l'IA a bouleversé notre système informatif, ouvrant une nouvelle ère d'immédiateté, d'abondance, mais aussi de doute permanent. Il faut bien s'entendre sur ce qu'est le doute en question. Ça n'est pas seulement qu'on ne sait plus ce qui est vrai et faux, ce qui est fake ou authentique, ce qui est fabriqué comme image par l'IA ou ce qui est produit par cette réalité. C'est que, au cœur des machines, où est déposé le savoir du monde, il y a un vide. On ne sait pas comment elles sont faites et où elles nous embarquent. Le titre de l'article d'ailleurs de New Yorker est « What is Claude? Anthropic doesn't know either ». Qu'est-ce que c'est que Claude? Anthropic ne le sait pas plus que vous. C'est le doute symptomatique auquel nous serons maintenant de plus en plus confrontés.